Il est 15 h, bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition du week-end. Les titres de l'actualité. Opportunités et défis de la mer Rouge et du golfe d'Aden, c'était les mots d'ordre lors du sommet du Ligad Addis Abeba. Clôture de la conférence de l'Union parlementaire africaine. Et dans l'actualité internationale, cette attaque terroriste sur le London Bridge, au moins 2 morts. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh, a regagné hier vendredi en milieu d'après-midi le pays suite à sa participation au 13e sommet ordinaire de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Le principal ordre du jour de cette réunion ordinaire de l'adoption était dévolu à l'adoption d'une stratégie commune des pays membres de l'organisation en matière de sécurité de la mer Rouge et du golfe d'Aden, 2 voies maritimes d'intérêt majeur et en proie en ce temps-ci à d'importantes tensions impliquant de nombreuses puissances. En dehors de l'instauration d'une plus grande collaboration des pays membres de l'IGAD, le président de la République a estimé que la prévention et le combat des troubles sécuritaires au sein de la mer Rouge et du golfe d'Aden doivent être menés à travers une plus grande coopération de l'IGAD avec les autres partenaires dans cette problématique. Outre ce premier sujet, le 13e sommet de l'IGAD a intégré d'autres thématiques plus subsidiaires de travail, la restructuration de l'organisation, le renouvellement de sa présidence tournante et l'investiture de son nouveau secrétaire exécutif faisaient partie des autres sujets à l'ordre du jour de ce 13e sommet ordinaire du l'IGAD. Eh bien, la participation du président de la République à cette assise a essentiellement été marquée par les discours qu'il a prononcés à la tribune de ce sommet. Le chef de l'État djiboutien, Ismaïl Omar Guelleh, a dédié un important volet de cette intervention à la nécessité pour les pays membres de l'IGAD d'adopter une plus grande collaboration autour de la question de la sécurisation de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Voici les propos du président de la République. En premier lieu, je tiens à remercier le peuple et le gouvernement éthiopien pour l'hospitalité chaleureuse qui nous a été réservée depuis notre arrivée à Addis Abeba. Je me félicite de la tenue de ce sommet tant attendu qui nous permettra de mettre notre organisation sur de nouveaux rails et lui insuffler un nouveau dynamisme afin de faire face à tous les défis auxquels nous sommes confrontés. La nomination d'un nouveau secrétaire exécutif en la personne du docteur Workini Gebeyu tombe à point nommé. Je suis convaincu qu'il sera à la hauteur de la mission que nous venons de lui confier, parce que nous avons fait le choix du bon profil. Je ne peux faire l'économie de mon propos sans rendre un hommage appuyé au secrétaire exécutif sortant, l'ambassadeur Mahboub Malin, pour son remarquable travail et ses réalisations inestimables pour notre organisation et notre région. Je tiens à rappeler que c'est au cours de son mandat que la nouvelle structure et le nouveau traité que nous venons d'adopter ont été initiés. Je souhaite également féliciter l'Éthiopie pour sa présidence de l'IGAD au cours de ces 2 dernières années. Le fait que le changement de la présidence de l'IGAD intervienne sous le leadership du Premier ministre, Dr Abiy Ahmed, illustre parfaitement l'environnement du renouveau dans lequel notre région se trouve. Monsieur le chef d'État et de gouvernement, au moment où s'achève la stratégie de l'IGAD 2016-2020, notre organisation devrait se doter d'un nouveau traité et d'une nouvelle structure afin de nous permettre d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. C'est dans ce sens que j'estime avec forte conviction que cette nouvelle architecture devrait être mise en œuvre graduellement
Nous devons, par la même occasion, y intéresser au projet d'investissement d'un nouveau siège de notre organisation à Djibouti. Ce projet s'inscrit dans une politique d'harmonisation des activités de notre organisation et de mutualisation des moyens. C'est dans cet objectif que mon gouvernement a mis à disposition de notre organisation une parcelle de terrain de premier plan. Monsieur le chef d'État et de gouvernement, à propos de la mer Rouge et le golfe d'Aden, il est indiscutable que cette question est au cœur de nos intérêts. Je me félicite de l'initiative prise à Djibouti de mettre en place une vision et une stratégie commune de l'IGAD. Cette zone maritime est d'une grande importance stratégique et commerciale pour l'ensemble des pays riverains et non riverains. De ce fait, il est indéniable que nous devons privilégier la coopération avec les autres initiatives existantes telles que le Conseil de la mer Rouge et du Golfe d'Aden et réfléchir à la mise en place des mécanismes de communication et de collaboration. En guise de conclusion, je tiens à saluer le moment historique que vient de vivre notre organisation et je renouvelle tous mes vœux de succès à notre communauté régionale et en particulier au nouveau secrétaire exécutif de l'IGAD. Je vous remercie de votre aimable attention. Et bien après la clôture du sommet, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, est revenu sur les points importants et le bilan de ce 13e sommet à Addis Abeba. Voici ses propos. Aujourd'hui, les chefs d'État de l'IGAD ont réellement décidé de faire franchir à notre organisation un nouveau palier. De nouvelles structures ont été adoptées. Il y aura un traité qui sera rediscuté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que après l'adoption du traité d'Abuja, il fallait transformer l'IGAD en communauté économique régionale. Il y a sur le continent africain 8 communautés économiques régionales. L'IGAD, de par son ancien statut, n'avait pas ces structures qui lui permettaient donc d'aller vers ces objectifs et qui sont essentiellement axés sur l'intégration économique entre les pays de la région. Aujourd'hui, avec l'adoption de ces nouvelles structures, l'IGAD a vraiment déblayé le terrain pour aller dans ce sens-là. Ces nouvelles structures de l'organisation, au-delà du fait qu'elles servent les objectifs généraux de notre région, il faut ajouter à cela que 2 nouvelles structures ont été ajoutées. Il s'agit de l'Institut des études diplomatiques ainsi que du Centre de lutte contre l'extrémisme violent. Ce sont 2 institutions qui seront basées à Djibouti. Voilà donc un élément également positif dans la mise en place de ces nouvelles structures. Il faut également ajouter le fait qu'il y a un traité qui est le soubassement de ces objectifs, de ces structures. Et ce traité a été reporté pour une autre réunion afin de vraiment le consolider dans les mécanismes et les dispositifs qui vont permettre donc aux nouvelles structures de fonctionner. L'élément important lors de ce 13e sommet de l'IGAD, c'est que donc il y a eu changement du secrétaire exécutif. L'ancien secrétaire exécutif, M. Mahmoud Maalin, donc a transmis les témoins au nouveau secrétaire exécutif de l'IGAD en la personne de M. Werkene Gebeyehu, qui était ancien ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie. Et pour avoir un équilibre et une adhésion totale des pays de l'IGAD, afin que cette nouvelle dynamique et surtout ces nouveaux défis puissent être atteints ou surmontés du mieux qu'ils le peuvent, les États de l'IGAD ont décidé que pour un an, c'est le Soudan qui puisse mener le bateau, prendre la présidence, et Djibouti viendrait donc l'année prochaine à la tête de l'IGAD. Les raisons ont été, surtout les Soudanais ont beaucoup sollicité l'appui des pays de l'IGAD, disant que vraiment aujourd'hui, le Soudan vit une situation nouvelle. Ils vivent un état de, je dirais, de transition, mais surtout de réinstauration de la démocratie dans ce pays. Ce qui fait que les chefs d'État de l'IGAD, qui avaient sollicité au départ que Djibouti prenne la relève, ont quand même pris en compte la demande du Soudan. Et Djibouti également a accepté de céder pour cette année le passage au Soudan pour reprendre le témoin l'année prochaine.
Poursuivant ses propos, le ministre Mahmoud Ali Youssouf a rappelé qu'avec la révision des structures et l'élargissement des traités de l'institution régionale, l'IGAD aura un nouveau élan renforçant l'intégration économique, la sécurité et la bonne gouvernance. Bien entendu, il y avait d'autres sujets tels que la déclaration des pays de l'IGAD sur la nouvelle stratégie par rapport à la mer Rouge et au golfe d'Aden. Il y a une déclaration qui a été adoptée afin de pouvoir se préparer à tous les enjeux qui sont en train aujourd'hui de se déployer, de se développer dans cette région du monde. Vous savez qu'il y a beaucoup d'initiatives, notamment celle de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, de l'autre côté de la mer Rouge. Les pays de l'IGAD ont voulu démontrer par l'adoption de cette déclaration qu'ils restaient impliqués dans ces efforts de stabilisation et de lutte contre différents phénomènes tels que le trafic humain, la piraterie, le terrorisme, et surtout pour rendre cette route maritime la plus fréquentée au monde beaucoup plus sûre pour le commerce international. Il y a eu des discussions, bien entendu, depuis hier, lorsque s'est tenu le Conseil des ministres, sur la mise en œuvre de l'accord de revitalisation sur le Sud-Soudan. Bien entendu, les chefs d'État ont beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait maintenant former le gouvernement de transition au Sud-Soudan. Vous savez que lors de la dernière réunion du Conseil des ministres de l'IGAD, il avait été décidé de prolonger de 100 jours la période de pré-transition. Cette période de pré-transition devrait ouvrir la voie à la période de transition de 36 mois. Mais au préalable, au cours de cette période de pré-transition, il fallait former le nouveau gouvernement d'union nationale. Il fallait également procéder au cantonnement des forces et prendre un certain nombre de mesures pour pacifier ce pays dans toutes ces régions. Et donc, les chefs d'État de l'IGAD ont beaucoup insisté sur le fait que ce nouveau gouvernement de transition et d'union nationale au Sud-Soudan soit formé dans les délais. Il y a déjà une vingtaine de jours qui se sont écoulés depuis l'adoption de cette période de 100 jours et nous attendons à ce que ce gouvernement soit formé dans les jours qui viennent. Il y a eu bien entendu des discussions également autour de la question de la Somalie et des pays de la région et les chefs d'État se sont félicités des progrès qui sont accomplis en Somalie et surtout rendu hommage aux forces de la MISOM et à tous les soldats qui ont, qui ont péri dans ce conflit, dans cette guerre contre le terrorisme et qui ont payé le prix fort en laissant leur vie. Rendu hommage donc à tous ces soldats djiboutiens, kenyans, ougandais, burundais, etc. Le président de la Commission de l'Union africaine qui était présent a également rendu hommage donc à ces soldats qui aujourd'hui portent le drapeau de la mission, donc le drapeau de l'Union africaine. Voilà globalement les grandes questions qui ont été discutées au niveau de ce 13e sommet de l'IGAD et de la 47e session du Conseil des ministres des États membres de notre organisation. Nous pensons que l'organisation est maintenant mise sur les nouvelles rails. Il y a donc cette nouvelle dynamique et surtout ce consensus des pays de l'IGAD afin de rendre et transformer cette organisation en une organisation économique régionale, ce qui a été attendu pendant plusieurs années déjà. Autre actualité de ce 15h, les travaux de la 42e conférence de l'Union parlementaire africaine, l'UPA, et de la 75e session de son comité exécutif se sont clôturés hier dans l'après-midi, co-présidés par le président du Parlement djiboutien, Mohamed Ali Hammad, et le secrétaire général de l'UPA, Idi Gadou Boubacar. Ces assises ont réuni des membres de cette organisation continentale, des parlementaires djiboutiens et des représentants du corps diplomatique et consulaire accrédité à Djibouti. La conférence a examiné des questions d'actualité continentale dans la promotion d'une économie diversifiée et la transformation locale des produits de base en vue de l'emploi des femmes et des jeunes, tandis que la session du comité exécutif avait dans son agenda notamment l'approbation du programme annuel de travail pour 2020 ainsi que l'adoption du budget pour l'exercice de l'année 2020. Le président du Parlement djiboutien, Mohamed Ali Hammad, s'est exprimé en ces termes. Journée de travaux, nous avons pu mutualiser nos points de vue
sur toutes les questions qui étaient à l'ordre du jour de notre session parlementaire. Le consensus qui se dégage de nos échanges est à la hauteur des attentes liées à notre sommet. En foi de quoi, les conclusions de notre session interparlementaire sont particulièrement encourageantes au regard des défis qui s'est dressés devant nous. Mesdames et messieurs, honorables frères et sœurs parlementaires, il y a une année, à l'issue des travaux de la 41e conférence de l'Union parlementaire africaine, notre proposition d'accueillir en République de Djibouti la présente session a été acceptée à l'unanimité. Aujourd'hui, nous pouvons considérer que ce pari a été relevé haut la main, qui plus est dans des circonstances difficiles. Les engagements pris tant par l'Assemblée nationale de Djibouti que par l'Union parlementaire africaine ont été respectés et cela s'en est ressenti dans la bonne organisation de cette session. Cette conférence de l'Union parlementaire africaine a été unique en son genre. Elle marque un nouveau tournant de l'histoire de notre honorable institution. Plus de 200 parlementaires y ont participé aux côtés des cadres, d'experts et de techniciens, y compris des institutions internationales qui ont apporté leurs contributions respectives à nos travaux. En adoptant les amendements discutés, notre union s'ouvre encore un peu plus sur le monde et nous sommes convaincus que cette ouverture nous renforcera et nous enrichira. Après l'inauguration de la grande mosquée hier, Abdulhamid II, construite par la Turquie, et la prière de vendredi dans cette même mosquée, le président de l'Assemblée nationale turque, Dr Mustafa Şentop, et la délégation qui l'a accompagné sont rendus à la ville d'Arta, chef-lieu de la région. À son arrivée à Sunil Center, Dr Mustafa Şentop a été chaleureusement accueilli par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnel Mustafa Mohamed Mahmoud, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf Moumin Hassan Barre, le ministre de l'Environnement Mohamed Abdelkader Moussa Helem, les autorités de la région, le préfet Mohamed Cheikh Hassan et le président du conseil régional Elmi Bouhgouda Adé. Des stands de produits artisanaux a été mis en place pour que l'hôte puisse visiter. Il a été donc expliqué que ce centre de référence des métiers de l'hôtellerie et du tourisme a été fait par le ministère de l'Éducation nationale. Après cette brève visite du centre, un déjeuner d'honneur a été offert au président de l'Assemblée nationale turque et à sa délégation. Quelque temps après, cette délégation donc, a pu être conduite sur le site du barrage de l'amitié Djibouti-Turquie à PK30. Mustafa Şentop, il a pu voir de visu donc la construction finalisée de ce barrage de l'amitié qui est le fruit de l'excellent travail et de coopération entre la Turquie et Djibouti. Ce barrage qui est construit par la société turque Ulyova a une capacité de stockage de 14 millions de mètres cubes d'eau. Il a été conçu pour atténuer les crues des oueds tout en permettant l'usage de l'eau pour l'irrigation des périmètres agricoles prévus dans cette zone. Après le temps du bilan, la rencontre des proximités, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawale, accompagné du ministre de l'Intérieur, Moumin Cheikh, et le ministre de l'Agriculture, celui de la décentralisation, se sont rendus au quartier de Kartilé et quartier 6 pour assister aux opérations de nettoyage suite aux pluies diluviennes qui ont fortement inondé le pays.
Eh bien, la police présente sur place n'a ménagé aucun effort et sont illustrés en participant aux travaux tels que le curage des égouts, le ramassage des objets encombrants, l'élimination des eaux stagnantes et des détritus secs, le déblaiement des matériaux imbibés d'eau, la boue, les débris, les saletés tout en genre, ainsi que le débouchage de canaux d'évacuation. Nous reviendrons donc en images sur cette information également dans l'actualité de ce 15h. Les pluies diluviennes qui sont abattues ces derniers jours dans la capitale et les régions de l'intérieur ont sensiblement affecté la population, détruisant au passage leur matériel. À cet effet, les proches partenaires de la République de Djibouti ne cessent de contribuer à l'assistance apportée aux sinistrés à travers le plan Orsec. C'est dans cette optique que le gouvernement du Japon a décidé donc de fournir des éléments de première nécessité pour soutenir les efforts du gouvernement de la République de Djibouti afin de répondre aux besoins immédiats et des sinistrés et des pluies diluviennes. C'était composé de 810 couvertures, 810 matelas, 132 réservoirs à eau. Par ailleurs, toujours dans le cadre de l'octroi des éléments de première nécessité, l'Organisation mondiale de la santé a aussi octroyé un don de médicaments pour soutenir les efforts du gouvernement. Ces matériels destinés aux sinistrés des pluies diluviennes et des inondations sont arrivés donc hier matin à l'aéroport international de Djibouti. Une fois que ces donations sont arrivées à l'aéroport, ils ont été réceptionnés par l'ambassadeur du Japon en République de Djibouti, M. Koji Yunetani, et M. Tori Togawa, représentant résident de la JICA à Djibouti. La solidarité. Et la solidarité, bien sûr, au niveau national, mais au niveau international, on aimerait être à côté des autorités djiboutiennes, à côté de la population, avec tous les partenaires internationaux, tels que le système des Nations Unies, l'Organisation mondiale de santé et d'autres organisations. Mais le Japon aimerait être solidaire et montrer cette solidarité par les actions. Voilà donc. Je suis venu du pays là où on a beaucoup de désastres naturels. Donc, on connaît la difficulté d'être face à la désastre naturel. Et surtout, le peuple japonais n'oublie jamais combien on a été encouragé par la solidarité montrée par le monde, par les pays du monde, notamment par la République de Djibouti, lors du grand séisme, tremblement de terre chez nous au Japon en 2011. Voilà, donc j'aimerais souhaiter vivement que les matériels que nous avons réceptionnés, transmis aux autorités aujourd'hui, vont être rapidement distribués en bénéfice de la population qui ont. Écoutons à présent le secrétaire exécutif des gestions des catastrophes, Ahmed Mohamed Madar. Au nom du gouvernement de la République de Djibouti, je voulais remercier le peuple et le gouvernement du Japon à travers M. l'ambassadeur. Le Japon est un pays ami qui a toujours été à nos côtés, que ce soit dans les urgences, mais aussi dans les programmes de développement. Nous venons de réceptionner aujourd'hui des articles destinés aux familles vulnérables sinistrées suite aux inondations de ces derniers jours. Ces articles comprennent des matelas, des couvertures, des jerrycans, mais aussi des tentes. Donc, au nom du comité chargé de la réponse, je voulais encore remercier l'ambassadeur et le gouvernement du Japon pour ces gestes précieux qui va aller directement aux familles sinistrées. Je vous remercie. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités, en étroite collaboration avec le Programme alimentaire mondial, a procédé ce week-end à une distribution d'assistance humanitaire afin de soulager et subvenir aux besoins des familles dont les logements ont été inondés. À cet effet, des coupons appelés Voucher
permettant l'achat des produits multiples ont été distribués aux familles sinistrées afin d'apporter un accompagnement social plus pérenne. Les premiers bénéficiaires de la distribution des coupons sont les familles vulnérables ayant été préalablement identifiées dans les sites d'accueil et d'hébergement. De ce fait, dans une première phase de distribution ont été ciblées 600 familles sinistrées réparties dans la commune de Boulaous, à savoir les quartiers d'Al-Hiba, Anguilla, quartier 3, 4, 6 et 7, dans le but d'améliorer leurs conditions de vie et faciliter leur retour à leur domicile respectif. 3 types de coupons vouchers comprenant chacun des produits spécifiques sont distribués à ces familles. Les coupons sont répartis en fonction des catégories des produits essentiels dont ont besoin les familles sinistrées. Le port de Djibouti et les Doralé Multipurpose Ports se lancent dans l'acte de solidarité. Ils ont remis donc un don de matériel composé de plus de 1000 matelas à la mairie de Djibouti. De la main de la maire de Djibouti, Mme Fatouma Awale Ousmane. Ce don de plus de 100 matelas est destiné aux sinistrés qui ont été frappés par les fortes pluies diluviennes que le pays donc a été victime ces derniers jours. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, ont visité les forces armées djiboutiennes engagées dans les opérations d'assistance humanitaire en faveur des populations sinistrées. Engagées dans la 5e journée, les forces armées djiboutiennes s'investissent sans répit à secourir et apporter un peu de confort et joie aux personnes sinistrées. Suivant un plan de répartition bien défini, la zone désignée pour les FAD regroupe les quartiers sous la responsabilité du 2e arrondissement, particulièrement le quartier 7 et ses environs. À cet effet, faisant appel au devoir de citoyenneté et de civisme, plus de 450 militaires issus des différents corps de l'armée ont été mobilisés. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en étroite collaboration avec l'UNESCO, a organisé un séminaire de réflexion sur l'hygiène en milieu scolaire au profit des enseignants de l'enseignement de base issus des 4 circonscriptions de Djibouti-Ville. Le thème retenu était hygiène du corps, hygiène de vie. Le directeur de l'enseignement supérieur, Abdeldir Guiri, le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, Mohamed Moussayabe, et le directeur de la formation des innovations pédagogiques et du partenariat, M. Awale Abdelkader, le chef des services de santé, Mme Habona Abdi, ont conjointement présidé le lancement de ce séminaire sur l'hygiène en milieu scolaire qui s'est déroulé du 18 au 19 novembre de ce mois au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental. L'actualité dans les régions de l'intérieur. À Addis Abeba s'est tenu un atelier du lancement du projet conjoint CERD-UNESCO intitulé « Pour une meilleure gestion du système d'aquifères de la région Addis Abeba ». Ce projet mené par des chercheurs de l'Institut des sciences de la Terre du CERD a pour objectif d'étudier la recharge des eaux souterraines dans la région d'Addis Abeba. D'autre part, les chercheurs du CERD vont étudier dans le cadre de ce projet les processus géochimiques qui contrôlent les fortes teneurs en sulfate et nitrate des eaux souterraines de cette région. La cérémonie de lancement a vu la présence du président du conseil régional, Omar Ahmad Waïs, M. Mohamed Moussayabe, conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale. Et Dr Mohamed Ousmane Awale, directeur de l'Institut de la Terre, a précisé que les résultats de ce projet scientifique soutenu par l'UNESCO permettront une meilleure gestion du système d'aquifères de la région d'Addis Abeba. Voici ses propos. Projet, c'est quoi? En fait, ces projets, on appelle les programmes internationaux des géosciences. Il y a 2 entités conjointes qui se sont unies pour créer ces programmes de financement des projets scientifiques dans le monde. C'est l'UNESCO et l'Union internationale des géosciences. Ils se sont réunis, ils ont créé ces projets. Comment ça fonctionne, ces projets? Dans le monde, des équipes de recherche, des équipes scientifiques proposent des projets de recherche à l'UNESCO et à l'Union internationale des géosciences. Leur comité d'experts sélectionne pratiquement, cette année, il y avait des dizaines de projets qui ont été soumis et 7 ont été sélectionnés, dont celui concernant les eaux, la gestion, on va dire plutôt l'étude de la recharge
et des problématiques des eaux d'Ali Sébié, de la région d'Ali Sébié. Je ne pense pas que le mérite nous revient. Surtout, le mérite revient à la particularité, on va dire, de ces taux, à la singularité de ces taux. On va discuter beaucoup plus en détail, sans rentrer dans la science dure, mais de vous donner un aperçu, en fait. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.